Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le projet avait été énoncé lors du 24e sommet de l'Union africaine. Il est en phase de peaufinage. Robert Mugabe, président en exercice de l'institution, milite pour la création d'une cour africaine de justice internationale. Clôture ce dimanche de Égypte l'avenir, une conférence internationale de 3 jours sur le développement économique de l'Égypte. Plus d'une trentaine de projets y ont été dévoilés. Puis polémique autour de l'engrenage du coton béninois au Togo. Le gouvernement évoque des raisons pratiques, mais beaucoup craignent de lourdes retombées sur l'économie nationale. L'Afrique va-t-elle quitter la Cour pénale internationale? C'est du moins le souhait du président zimbabwéen et président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe. Ce dernier propose la création d'une Cour africaine de justice internationale, une instance dont le rôle serait de juger les affaires africaines actuellement soumises à la CPI. Kekeli Afeto. Vers le retrait de l'Union africaine de la Cour pénale internationale. L'annonce a été faite par le chef d'État zimbabwéen Robert Mugabe, actuel président de l'Union africaine. Il propose la création d'une Cour africaine de justice internationale pour juger les affaires criminelles du continent. Décision assez étrange pour certains observateurs. C'est assez surprenant justement que l'Union africaine se retire de la Cour pénale internationale dans la mesure où elle était partie prenante de la création de cette Cour pénale internationale, et la plupart des pays africains ont ratifié la création de cette Cour à Rome. Et que donc effectivement on sait que depuis la création de la Cour pénale internationale, la plupart des dirigeants visés entre guillemets étaient des dirigeants africains, et que donc il y avait l'impression chez un certain nombre de chefs d'État comme s'il y avait une chasse aux sorcières contre les dirigeants africains. Cette déclaration a d'ores et déjà reçu l'approbation de certains États africains. Le gouvernement du Kenya s'engage à verser $1 million pour le financement de la création de cette Cour africaine. Selon les spécialistes, ce serait une erreur stratégique si ce projet venait à se concrétiser. C'est une erreur de réflexion dans la mesure où, pour éviter de se retrouver devant la Cour pénale internationale, il faut la bonne gouvernance, il faut respecter le droit déjà interne de chacun de ces États. Or, beaucoup de chefs d'État qui se sont retrouvés, ou des personnalités africaines qui se sont retrouvées à la Cour pénale, ont tous été, de près ou de loin, impliqués dans les violations des droits de l'homme. Depuis la création de la Cour pénale internationale en 1998, une trentaine de personnes, dont des dirigeants africains, ont été condamnées pour des crimes survenus en RD Congo, la Centrafrique, l'Ouganda, le Soudan, le Kenya, la Côte d'Ivoire et le Mali. Une conférence internationale pour venir en aide à l'Égypte, elle a débuté vendredi et s'est clôturée ce dimanche. Et malgré les critiques des ONG de défense des droits de l'homme, le président Abdel Fattah al-Sisi a obtenu le soutien de la communauté internationale à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Kekeli Afeto. 12 milliards et demi de dollars, des contrats d'une trentaine de milliards de dollars. Tel est le soutien obtenu par l'Égypte de la part des pays du Golfe lors de la conférence économique de Sharm el-Sheikh qui s'achève ce dimanche 15 mars. Ceci témoigne d'une confiance internationale retrouvée dans une économie égyptienne qui était au bord de la faillite il y a 2 ans et qui commence à se redresser. Maintenant que les investisseurs étrangers mettent la main dans la poche, maintenant El-Sisi peut compter dans les années à venir, comme il l'a dit, sur la baisse du chômage et puis le retour du tourisme en Égypte comme c'était le cas auparavant. Cela revient à dire qu'il y a quand même de gros investisseurs régionaux comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou l'Émirat qui, à eux trois, donnent environ 30 milliards de dollars promis à Sharm el-Sheikh. Outre les aspects financiers, la communauté internationale compte miser sur l'implication de l'Égypte dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Le pays dispose aujourd'hui de la plus puissante armée arabe et d'une force d'intervention rapide de 50 000 hommes capables d'être immédiatement projetés dans le Golfe. Cette conférence a lieu dans un contexte régional particulier, sachant que maintenant au niveau irakien, l'armée irakienne gagne du terrain sur Daesh. En Libye, il y a des négociations qui ont lieu au Maroc entre les factions rivales à l'est et de l'ouest. Donc la conférence de Sharm el-Sheikh est une visée de développement majeur à l'intérieur de l'Égypte,
mais aussi une coalition en quelque sorte contre l'extrémisme religieux. Avec l'instabilité politique qui perdure, la croissance qui recule, le déficit budgétaire de l'Égypte ne cesse de se creuser. Un déficit estimé à 14% du PIB pour l'année 2013. À noter que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est l'un des principaux chefs d'État de la région à réclamer la création d'une force arabe commune pour combattre notamment le groupe État islamique, une option que va étudier la Ligue arabe lors de son prochain sommet prévu fin mars. Outre la formation, les établissements d'enseignement supérieur veulent contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a établi un partenariat avec les entreprises, une collaboration qui permet d'adapter la formation des étudiants aux réalités et besoins des entreprises. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire, commenté par Christelle Ndayambaya. Vers un renforcement du partenariat entre le monde de l'entreprise et les grandes écoles, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, veut s'assurer de l'employabilité des étudiants qu'il forme. L'école supérieure d'industrie de l'INPHB a ainsi noué des relations avec le monde professionnel. Objectif, adapter la formation aux besoins réels des entreprises. Les curricula sont élaborés de sorte à ce que les étudiants soient immédiatement opérationnels et performants à la fin de leurs études. Nous entreprenons en relation avec le monde professionnel des relations qui nous permettent à la fois de bénéficier de leur assistance technique en termes d'équipement, de laboratoire ou de salles spécialisées, qui nous permet d'intégrer leurs besoins dans nos processus de formation, mais mieux, qui nous permet de professionnaliser nos étudiants à travers des visites d'entreprise, à travers des stages professionnels et surtout à travers des formations animées par les entreprises elles-mêmes. Les entreprises ont accepté cette collaboration pour disposer avec certitude de personnel compétent pour maintenir ou booster leur croissance. Leur implication dans la formation s'inscrit dans la logique d'entreprise responsable et citoyenne tout en recrutant des ressources humaines qualifiées. L'INPHB, dont l'excellence n'est plus à démontrer, est pour nous un vivier. La pépinière des cadres qui doivent animer nos structures, de sorte que nous soyons pérennes dans cette stratégie d'excellence qu'on veut. On ne peut pas dire qu'on évolue dans le génie et aller chercher ce qu'il y a de moins bon. Pour l'heure, la seule structure qui nous offre cette crème, c'est l'INPHB. L'école supérieure d'industrie forme les étudiants en génie électrique et électronique, en génie mécanique et énergétique. Les formations portent également sur l'informatique et les télécommunications. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny compte plus de 6 000 étudiants. L'INPHB constitue la base de la future technopole prévue dans le projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro. En bref, la Kenyane Jacqueline Jumbe-Kaoura participe ce dimanche à Dubaï à la finale du Global Teacher Prize, considéré comme le Nobel de l'éducation. Il s'agit d'un prix qui valorise le travail d'un enseignant pour sa communauté. Le coton béninois désormais traité à l'étranger, au Togo plus précisément. Une décision du gouvernement suite au pic de production enregistré durant la campagne agricole 2013-2014. Ainsi, le stock de coton restant pourra être traité avant la saison des pluies. Idelette Bissou. Le traitement de coton béninois au Togo crée la polémique chez les égreneurs nationaux. Ces derniers estiment que les entreprises locales sont en mesure d'égrener la quantité de coton produite dans le pays. Pour les autorités, la filière a connu un pic de production avec 307 000 tonnes pendant la campagne agricole 2013-2014. Il devient donc urgent d'égrener tout le stock produit avant la saison pluvieuse. La capacité et la vieillesse des usines locales sont entre autres les arguments en faveur de l'égrenage du coton à l'étranger. Le coton, c'est notre principal produit d'exportation. Nous travaillons à diversifier l'économie, mais on n'en est pas encore au point optimal. Et donc le gouvernement a dit, plutôt que de laisser son économie s'étouffer, il faut prendre la filière en main, la réorganiser à titre transitoire sur un certain nombre d'années. La campagne 2014-2015 connaît une régression du prix de cession du kilogramme de coton graine. Celui-ci est passé de 265 francs CFA à 250 francs CFA. Cependant, le prix du coton béninois reste supérieur à la moyenne régionale qui tourne autour de 225 francs CFA.
le groupe ICA a commencé par égrener. Nous avons à peu près plus de 350 000 tonnes. À la date d'aujourd'hui, le constat que le gouvernement a fait, c'est que nous sommes autour de 150 000 tonnes. Le seul objectif, c'est de permettre au gouvernement de pouvoir égrener les plus de 200 000 tonnes du coton qui attendent encore et que la capacité actuelle des usines ne nous permettent pas de pouvoir satisfaire à temps. Le pays envisage de collecter 400 000 tonnes de coton en 2015, soit environ 100 000 tonnes de plus qu'en 2014. La filière cotonnière représente 60% du tissu industriel national au Bénin, plus de 12% du produit intérieur brut du pays, 90% des exportations agricoles et 40% de ses entrées de devises. Un mot de sport pour clôturer cette édition. La Côte d'Ivoire quitte la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les éléphantaux ont été éliminés ce samedi après le résultat nul, 2 buts partout enregistré contre le Nigeria. Le Nigeria qui était déjà qualifié avant le début de la rencontre termine premier du groupe A avec 7 points. Le Sénégal a lui aussi décroché son ticket pour les demi-finales dans les arrêts de jeu en dominant 4-3 le Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.